Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce lancement de l'ouvrage Intelligence artificielle, culture et médias. Je suis Véronique Guévremont, pardon, titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, professeure de droit à la faculté de droit de l'Université Laval et également co-responsable de l'axe art, médias et diversité culturelle de l'OBVIA, l'axe et l'observatoire qui a chapeauté l'élaboration de ce bel ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui. Un travail que j'ai réalisé avec la co-responsable de l'Axe, Colette Brun, qui prendra la parole dans quelques instants. Alors, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce livre. Bon, ce livre qui, bien entendu, aborde toute une série d'enjeux, de défis et d'opportunités en lien avec l'essor de l'intelligence artificielle, à la fois dans le domaine des industries culturelles et créatives, mais aussi dans le domaine des médias. Alors évidemment, l'IA comporte son lot de défis, enjeux et opportunités dans tous les secteurs, mais je pense qu'il y a vraiment des éléments, des défis et des opportunités propres au secteur de la culture que l'on pense notamment à tout ce qui concerne la protection et la promotion de la diversité culturelle, des droits d'auteur, du statut de l'artiste, du statut du journaliste aussi également. Alors cet ouvrage s'ajoute aux quelques ouvrages, bien entendu, qui se multiplient dans le domaine de l'IA, mais vraiment en apportant, nous pensons, quelque chose d'assez unique sur ce domaine, dans ce secteur de la culture et des médias. Il aborde aussi des questions plus profondes, notamment des réflexions sur la nature de l'art, le rôle de l'artiste, le rôle du journaliste aussi dans la création de contenus culturels et médiatiques. En préparant, depuis, c'est-à-dire que le livre est disponible, Colette et moi avons pu en parler à quelques occasions et on me demandait récemment si nous avions été surprises euh, par les contributions que nous avions reçues euh, à l'égard des risques et opportunités, à savoir est-ce que nous nous attendions à recevoir davantage de contributions qui allaient traiter des risques liés à l'IA et des opportunités, ou encore des opportunités. J'étais bien embêtée, mais c'est vrai que comme juriste, peut-être qu'on a un biais, une tendance à voir davantage les risques, le droit pouvant servir, par exemple, à encadrer le recours au système d'IA, à proscrire même certains types d'usages et prévenir certaines dérives. Donc, de ce point de vue, j'avais peut-être personnellement un biais et j'ai été agréablement surprise alors de voir les multiples contributions que nous avons reçues et qui abordaient les enjeux plutôt sous l'angle des opportunités. Opportunités, par exemple, dans le domaine de la musique et même de la propriété intellectuelle, où on parle dans notre ouvrage de la manière dont l'IA peut être utilisée pour détecter le non-respect des droits d'auteur. Opportunités évidemment dans le domaine du cinéma, quand on pense aux effets spéciaux, à l'hypertrucage, dans les arts du spectacle, aussi les arts vivants, avec cette utilisation de l'IA pour toutes sortes de performances multidisciplinaires. De belles surprises également, et on en parlera aujourd'hui, quant aux opportunités que génère l'IA en matière de protection et de valorisation du patrimoine culturel. Et je laisserai Colette commenter qu'en est-il des contributions que nous avons reçues dans le domaine des médias. Mais en tous les cas, cet ouvrage, je pense, euh, fait progresser notre réflexion sur tous ces sujets, tout en confirmant le besoin d'aller encore plus loin, parce que les angles d'approche du sujet sont multiples. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus diversifiés dans cet ouvrage que ce à quoi, encore une fois, personnellement, je ne m'attendais. Et surtout, nous le savons, la technologie évolue à une telle vitesse que déjà aujourd'hui, il y a des sujets qui ne sont pas couverts et qui auraient mérité une attention dans cet ouvrage. Alors, on n'a pas d'annonce à vous faire aujourd'hui, mais c'est certain que Colette et moi, déjà, on se dit, il pourra y avoir une suite
prochainement à ce premier ouvrage. Alors, nous avons été ravis des réponses que nous avons reçues à cet appel à contribution parce que c'est plus de 50 propositions, il me semble, que nous avions reçues au moment où l'appel a été lancé. Et au final, ce sont donc 21 chapitres qui forment cet ouvrage. euh, qui amène à la participation de 41 auteurs et autrices, dont plusieurs personnes sont présentes aujourd'hui. D'ailleurs, je les en remercie. Nous allons vous les présenter plus en détail dans quelques instants. Mais avant de plonger dans la présentation de l'ouvrage, Colette, je te cède la parole pour quelques mots. Merci Véronique. Donc, je m'appelle Colette Brun, comme Véronique l'a dit. Je suis directrice du Centre d'études sur les médias, qui est une OBNL qui existe depuis plus de 30 ans ici à Québec, ici même à l'Université Laval. Et je suis aussi professeure à l'Université Laval au département d'information et de communication. Donc, ma spécialité, c'est le journalisme et les médias. Et comme Véronique, je suis co-responsable de l'Axe Arts, médias et diversité culturelle à l'OVIA. Et c'est dans cet axe que s'inscrit cet ouvrage. D'ailleurs, la genèse même de l'ouvrage part de notre expérience comme co-responsable de l'Axe depuis 2000, ben moi depuis 2020, je pense que Véronique était là un peu avant, mais on constatait la grande diversité des approches, assez peu aussi de chercheurs, chercheuses membres de l'Axe qui travaillaient directement sur les enjeux liés à l'intelligence artificielle, parce que ça comprend aussi le numérique au sens large et finalement un état de la réflexion qui était encore assez embryonnaire face à ces technologies, hein, puis déjà les intelligences. J'ai tendance à utiliser le pluriel, là, les intelligences artificielles, et c'est un terme qui est à la fois utile et problématique parce qu'on ne sait pas toujours de quoi on parle. D'ailleurs, dans l'ouvrage, il y a plusieurs définitions. On a décidé de ne pas donner une définition générale et de continuer à creuser cette question-là. Donc, le livre visait vraiment un peu à poser ou à en fait enrichir l'espace de réflexion autour de l'IA dans les domaines culturels, créatifs et médiatiques. On a lancé le filet, un filet à l'eau, hein, parce qu'on ne savait pas ce qui allait arriver, comme toujours avec ces appels à contribution. Et comme Véronique l'a dit, la réponse a été phénoménale, autant en termes de nombre que de qualité de contribution. On a dû faire des choix difficiles, mais on a quand même retenu euh, c'est 21 chapitres? Oui, d'accord, je vais pas revérifier le chiffre. 21 chapitres pour cet ouvrage qui est en quelque sorte, comme disent nos amis anglophones, un benchmark, hein, un premier état de la situation, de la recherche aussi sur ces questions. Et comme Véronique l'a dit aussi, je pense qu'on va poursuivre avec une initiative sur un ouvrage, je pense, sur les IA génératives, parce qu'au moment de produire l'ouvrage, même au moment de recevoir les chapitres, euh, ChatGPT tel qu'on le connaît là, n'existait pas encore. Et bien sûr, ça a bouleversé beaucoup la situation. Ça a apporté des nouveaux questionnements et des questionnements, je dirais, très, très urgents pour les milieux culturels et créatifs et médiatiques donc qui ne sont pas vraiment abordés dans cet ouvrage, ou en tout cas un peu par la bande, par certains chapitres qui parlent quand même des IA créatives, si on peut les appeler comme ça. Euh, et je voudrais peut-être juste dire quelques mots sur le domaine du journalisme, justement, qui fait l'objet, enfin, directement d'un chapitre et indirectement d'un autre, où les IA sont à la fois un élément de l'environnement sociotechnique dans lequel l'information circule, donc un enjeu avec lequel les médias doivent composer, un enjeu de pratique professionnelle, donc un ensemble d'outils dans lesquels on peut explorer, optimiser certaines pratiques ou même débloquer des processus éditoriaux ou créatifs. Donc, il y a cette richesse qui est extrêmement stimulante qu'on retrouve dans le chapitre de Nicolas Saint-Germain et Patrick White. Évidemment, des grandes inégalités entre les différents acteurs, les différents groupes, les différents milieux, quant à l'accès à ces outils, l'expertise, les ressources pour les exploiter. Aussi, c'est un sujet de débat public. Donc, c'est un sujet que les journalistes doivent couvrir. Euh, et euh, bon, on peut se questionner sur la nature ou la qualité de ce débat public
qui a été, je dirais, selon les travaux du collègue Jonathan Roberge et de son équipe, euh, une couverture très, très positive, très enthousiaste des débuts de l'IA comme une espèce de machine miraculeuse dans laquelle il fallait s'embarquer et qu'il fallait surtout pas rater le train, qu'il fallait faire des investissements sans savoir vraiment ce que ça allait donner. Donc, une grande aventure euh, socio-techniques, justement, alors que les voix critiques étaient peu présentes. Alors, les voix critiques ont émergé ces dernières années, notamment celles des juristes, des éthiciens, mais je pense que tout le discours autour de la culture, justement, du génie humain, comme on l'appelle dans notre introduction, je pense que ce débat-là ne fait que commencer. Et j'ose croire que ce livre est un jalon dans ce débat, une première pierre, enfin une des pierres, des premières pierres. Et je suis vraiment très, très euh, reconnaissante aux autrices, aux auteurs qui ont contribué à l'ouvrage et à ceux et celles qu'on va entendre aujourd'hui. Certains d'entre vous, je vous vois pour la première fois, enfin la plupart d'entre vous, on a fait tout ça à distance, hein, comme c'est le cas maintenant. Et j'ai bien hâte de vous entendre. Merci Colette. Alors, dans la lignée des remerciements et avant qu'on se lance dans la présentation des chapitres, je voudrais, bon, bien entendu, à mon tour, remercier tous les auteurs et autrices qui ont contribué à l'ouvrage, en particulier les personnes présentes aujourd'hui, mais aussi les membres du comité scientifique qui ont évalué à la fois les propositions et les chapitres de cet ouvrage. René Audet de l'Université Laval, Sofiane Audry, artiste, mais également professeur à l'Université du Québec à Montréal, Alain Kiyindou de l'Université de Bordeaux-Montaigne, Octavio Coulez, éditeur et consultant pour l'UNESCO, ainsi que Sylvain Paradi de Sciences Po Paris. Mes remerciements vont également à une personne ici qui présentera un chapitre, mais qui a fait tout un travail aussi dans la révision et la mise en page et l'édition de cet ouvrage, qui est Iris Richer, doctorante à la chaire UNESCO pour la diversité des expressions culturelles. Et donc, autrice ici présente aujourd'hui. Et bien entendu, mes remerciements aux presses de l'Université Laval. Je pense qu'ils nous ont préparé vraiment un très bel ouvrage. À l'Obvia, qui a soutenu, bien entendu, financièrement tout le travail derrière cet ouvrage et qui nous a permis de publier dans la collection de l'Obvia aux presses de l'Université Laval, ainsi que les fonds de recherche du Québec qui financent l'Obvia. Alors, sans plus tarder, nous nous lançons dans la présentation maintenant du contenu de cet ouvrage qui est structuré autour de 4 parties, contenant donc en tout 21 chapitres, 21 chapitres écrits par 41 auteurs et autrices. Et de la façon dont nous allons procéder, nous avons la chance d'avoir des personnes qui ont rédigé des chapitres dans chacune des 4 parties. Alors, nous allons, Colette et moi, faire une brève présentation, mais très, très brève, de chacune des 4 parties, suivie de la présentation de la personne présente qui vous partagera trop brièvement, malheureusement, mais tout de même quelques éléments de contenu de leurs chapitres respectifs. Alors, je lance le bal avec la présentation de la partie 1 qui porte sur l'intelligence artificielle et la création artistique. Une partie qui contient 5 chapitres et 2 chapitres vous seront présentés aujourd'hui. Alors, je ne vais certainement pas, comment dire, empiéter sur la présentation qui sera faite des personnes qui sont présentes, mais je me permettrai peut-être de dire un mot sur les chapitres pour lesquels il n'y a pas de présentation aujourd'hui, en commençant par quelques mots sur le chapitre de François Levin. Premier chapitre, en fait, qui ouvre notre ouvrage. Je peux même vous dire le titre rapidement. Surprise, interprétation, surgissement, penser la nouveauté à l'onde des machines créatives. Donc, François Levin qui interroge, en fait, le potentiel créatif des machines et qui s'interroge aussi sur la possibilité que ces machines créent l'inattendu et la surprise. Donc, une réflexion, une entrée en matière peut-être un peu plus philosophique par rapport à d'autres chapitres de cet ouvrage. Euh,
deux chapitres aussi dont on ne discutera pas aujourd'hui, mais que je vous invite à lire. Ce sont les chapitres 4 et 5 de cette partie 1 qui portent sur le jeu, l'intelligence artificielle et le jeu, mais abordés sous des angles très différents. Euh, Parce que Samuel Franck-Blu, lui, explore l'IA dans le jeu de société, mais vraiment plutôt comme objet culturel et comme pratique sociale. Donc, il ne s'intéresse pas en tant que tel à la numérisation des supports, ce que font en revanche les auteurs du chapitre 5, Laura Iseux, Lafrance Saint-Martin et Maude Bonenfant, lorsqu'elles signent le chapitre Intelligence artificielle, processus créatif et génération procédurale de jeux vidéo par conception automatisée, qui, elle, vraiment aborde les enjeux soulevés par la conception donc automatisée des jeux vidéo. Alors voilà, je vous renvoie à l'ouvrage. Au passage, la table des matières de cet ouvrage est accessible sur le site des Pulls de l'Université Laval, donc vous pouvez déjà la consulter si vous souhaitez suivre les présentations qui suivent. Et je me tourne maintenant vers Christine Blais, qui co-signe le chapitre avec Olivier Blais, le chapitre 2 de notre ouvrage qui s'intitule Faire œuvre autonome, Chomsky versus Chomsky et autres œuvres produites par ou avec l'IA. Donc, Christine Blais, candidate au doctorat à l'Université de Montréal, ses recherches portent sur le marché de l'art et la muséologie à l'ère numérique, notamment la manière dont l'art qui circule sur les chaînes de blocs infléchit les conventions du monde de l'art contemporain. Alors, Christine, la parole est à toi. Merci beaucoup, Madame Guévremont, pour cette présentation. Je dois dire que depuis la publication, obtenu mon doctorat, en fait, donc je suis maintenant docteur en histoire de l'art. Et je présenterai seul ce chapitre. Mon frère, en fait, Olivier Blais, a un empêchement aujourd'hui. Olivier Blais est cofondateur de Movei, une société qui propose des solutions d'intelligence artificielle à des entreprises. Et il représente aussi le Canada au sein du comité des normes ISO pour les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, en fait, j'ai eu le grand plaisir de rédiger ce chapitre en pouvant, en fait, combiner nos forces, mon frère et moi. C'était bien amusant. Et nous nous sommes attardés à un cas d'étude spécifique qui est l'expérience immersive de Chomsky versus Chomsky, pour lequel Olivier a réalisé l'algorithme de l'intelligence conversationnelle, dont je parlerai dans quelques instants. Mais donc, notre texte, Faire œuvre autonome, souhaitait questionner directement la légitimité des œuvres qui sont soi-disant produites par des intelligences artificielles et qui, en fait, dans les dernières années, ont abondé, pardon, dans le marché de l'art. Pensons entre autres au portrait d'Edmond de Bellamy qui a été vendu pour plus de 400 000 là, en 2018, qui est dans une importante maison de vente aux enchères. Donc, les enjeux sont en fait très réels. Et notre objectif dans ce chapitre est de soulever les enjeux économiques, entre autres, de ces productions et tout ce que leur marchandisation implique dans le marché de l'art. Donc, nous nous sommes d'abord attardés à la mécanique de création, donc de l'intelligence conversationnelle de Chomsky versus Chomsky. Et en fait, le but de cette intelligence conversationnelle était de générer de nouvelles réponses à des questions pouvant être posées par le public dans le contexte d'une installation immersive à partir des réponses données par Noam Chomsky, mais les réponses devaient être complètement nouvelles. Donc, à partir de cet ancrage-là, notre article décrit en fait un peu la manière dont la mécanique de création nous permet justement de considérer l'intelligence artificielle comme un outil créatif pour démontrer le plein potentiel expressif qui est absolument unique à l'humain. Car en effet, dans le marché de l'art, il réside là une importante problématique, un enjeu assez récent dont on n'offre pas toutes les réponses, mais on soulève certaines pistes de réflexion. Parce que dans le marché de l'art, qu'il s'agisse d'œuvres physiques, numériques ou médiatiques, la notoriété du créateur est une composante essentielle de la valorisation économique et artistique d'une œuvre d'art. Mais l'important effet de mode, et encore plus aujourd'hui à la suite de l'hypermédiatisation, ChatGPT et tout,
L'important effet de mode contrecarre certains principes même dans les fondements de la valorisation de l'art. Entre autres, le rôle des intermédiaires dans le marché, donc la maison de vente aux enchères, la galerie, les commissaires, qui, lorsqu'elles proposent des œuvres d'art créées par des intelligences artificielles, viennent mettre en jeu la manière dont les prix sont construits, puisqu'elles exercent un contrôle sur les prix, elles influencent le marché. Et en plus, ces intermédiaires ont le pouvoir de jugement, en fait, sur ce qui doit entrer dans l'histoire de l'art ou non. Donc, des enjeux très réels peuvent émerger de ce phénomène dans lequel la technologie s'impose finalement comme une plus-value euh, davantage qu'un nouveau médium, finalement. Euh, et donc, enfin, notre article, finalement, a mis aussi au jour une certaine question dans laquelle on présente le fait qu'il y a une certaine confusion entre les notions de créativité et d'authenticité de l'œuvre d'art comme étant le produit d'un artiste unique, ce que d'autres textes de l'ouvrage abordent aussi, si je le comprends bien. Euh, et donc, voilà. C'est très, très bref. J'essaie de ne pas empiéter sur le temps des autres collaborateurs. Mais évidemment, je tiens à souligner qu'on a écrit cet article-là avant le buzz médiatique, donc ChatGPT, mais on observe néanmoins que la question est de plus en plus pertinente, puisque dans le domaine de la création, dans le domaine du marché de l'art aussi, il est encore plus facile qu'avant de créer avec l'intelligence artificielle. Et dans le cas des œuvres d'art, du moins, notre positionnement demeure en fait là, que l'intelligence artificielle est un outil ou à la limite une co-créatrice avec l'artiste. Euh, et donc, cette observation-là est d'autant plus actuelle, même s'il y a eu une tempête donc, technologique depuis la publication. Donc voilà, ça fait le tour de l'essentiel, mais je serais ravie de répondre aux questions. Merci beaucoup, Christine, et bravo pour l'obtention du diplôme de doctorat. Merci, merci. Alors, sans plus tarder, on enchaîne avec la présentation d'un deuxième chapitre, qui est en fait le chapitre 3 de l'ouvrage. Nous avons l'une des deux autrices avec nous. Le chapitre est signé par Madelena Gonzalez et Camille Abou. Madelena est avec nous aujourd'hui pour nous présenter son chapitre des artistes de silicium, IA et robots sur le devant de la scène, technicité et créativité dans le théâtre contemporain en Europe. Alors, Madelena Gonzalez est professeure de littérature anglophone contemporaine à l'Université d'Avignon, où elle dirige l'équipe de recherche pluridisciplinaire d'identité culturelle, texte et théâtralité. Alors, Madelena, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord pour votre travail aux deux directrices sur l'ouvrage, aussi à Iris, que j'ai l'impression de connaître un peu, parce qu'on a longuement échangé par mail. Merci pour tout ça et aussi pour l'invitation aujourd'hui. Donc, je vais essayer très rapidement de résumer ce qui est après tout quelque chose d'un peu complexe, en commençant par le titre des artistes de silicium. Il s'agit d'une citation d'un ouvrage par deux informaticiens qui s'appelle Turing à la plage, l'intelligence artificielle dans un transat. Et c'est un ouvrage qui explore la relation entre intelligence artificielle et créativité. Donc c'est de là qu'on est parti et on a choisi d'explorer ce thème dans le théâtre et par l'utilisation des robots et de l'IA sur scène. Alors, vous trouverez aussi dans le titre l'opposition qui est un peu une opposition, on va dire, traditionnelle dans la littérature et les arts entre la technicité et la créativité. On a tendance justement à opposer la production matérielle à la création inspirée de l'artiste génie. Donc là, on retrouve un peu les convergences avec ce qui a déjà été dit sur le génie. Alors, ceci étant, il y a certains, enfin, c'est quelque chose qui a été extrêmement encouragé et renforcé par le courant romantique et toute la philosophie kantienne qui croit fort dans le génie. Mais il y a pas mal de penseurs contemporains, notamment un philosophe américain qui s'appelle Henry Stanton, qui pense que cette opposition est artificielle et on ne peut pas séparer les deux pôles qui lui renomme techné, le terme grec, donc la production matérielle, et la poétique ou le poïen avec un tréma sur le i,
l'impulsion créatrice. Ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est qu'on voit que l'utilisation de l'IA et des robots, justement, ça permet également de remettre en cause cette opposition. Alors, le robot sur scène n'est évidemment pas quelque chose de neutre, c'est quelque chose qui jette le trouble, car il s'agit de la manifestation de l'humain sans que ce soit vraiment l'humain. Alors, ce qu'on constate dans beaucoup de spectacles contemporains, que ce soit des spectacles français ou allemands ou anglais, enfin européens de manière générale, c'est que les spectateurs deviennent des co-auteurs et des co-acteurs dans certains spectacles. Alors, je pense par exemple à Oracle de Susan Kennedy en 2020, où le spectateur interagit avec un chatbot. Il y a aussi Artefact de Joris Mathieu, où les spectateurs sont divisés en 3 groupes et après confrontent leurs expériences à la fin. Ou encore North Electronic City d'Emmanuel Lagarigue 2017, où le spectateur suit la pièce sur plusieurs écrans et doit après remettre de l'ordre dans le récit. Nous sommes évidemment là dans une esthétique que je qualifierais de postmoderniste, c'est-à-dire une démarche autoréflexive, métathéâtrale, euh, où le spectateur est plutôt face à un dispositif qui est une pièce traditionnelle découlant d'un texte. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un changement de paradigme esthétique dans le théâtre? Sans doute, puisque on parle plutôt d'écriture de plateau. Il y a peu de publications qui suivent ces pièces. Donc, on n'est plus dans un théâtre texto-centré. Ce qui est sûr, c'est que les robots et l'IA permettent de problématiser notre conception du théâtre et la place de l'humain dans l'art. Ça nous pousse à interroger les limites de l'humanité. Je pense aussi à une pièce canadienne 2020, jouée en 2020 à Paris, qui s'appelle Killing Robots, où on suit la trajectoire du petit Hitchbot, petit robot sympathique qui finalement est assassiné. Et c'est très intéressant de voir les réactions extrêmement émotives des spectateurs à l'encontre de ce robot. Tout ça pour vous dire que l'aller-retour entre la robotisation de l'humain et l'humanisation des robots produit une sorte d'inquiétante étrangeté ou de trouble qui incite à repenser le rapport entre l'humain et la technologie. Ça oblige le théâtre à réfléchir à sa forme, à ses frontières avec d'autres disciplines artistiques, mais surtout, peut-être plus important, à réexaminer la place de l'humain dans le spectacle et la société. Ça aussi, ça permet, je pense, de mettre en scène la fameuse dialectique que j'évoquais au début entre technicité et créativité, et je dirais même carrément de dépasser et de réunir ces 2 pôles dans une dialectique qui était peut-être un petit peu angoissante, mais je pense que la collègue tout à l'heure utilise le mot plus-value esthétique. Je pense qu'on y retrouve aussi une plus-value esthétique. Donc, notre conclusion, c'est que ça remet en scène la dialectique et ça permet peut-être, sans doute, de le dépasser. Merci beaucoup. C'est encore plus passionnant de l'entendre raconter que... Enfin, c'était passionnant de vous lire aussi, évidemment. Donc, je vais vous présenter les auteurs de 2 chapitres de la 2e partie de l'ouvrage. Donc, on a parlé du processus de création et de la démarche de création. Et la 2e partie parle plutôt de diffusion, mais aussi, je dirais, des tactiques ou des pratiques des usagers des produits culturels et journalistiques. Donc, le premier chapitre qui va nous être présenté, c'est le chapitre 11 de Viet Cao et Juliette Denis, qui s'intitule Les partenariats de données, une piste de solution collective aux enjeux de développement des applications de l'IA en art et en culture. Viet Cao est le directeur innovation et analytique de données de Synapse C, un organisme sans but lucratif qui aide le milieu culturel à décrire, comprendre et prévoir le monde à partir des données. Il est engagé activement dans des projets de développement de connaissances des publics par la valorisation individuelle ou collective des données des partenaires culturels. Je crois que Juliette Denis est avec nous également. Excusez-moi. Oui, je suis là. Oui, désolée. Juliette Denis est gestionnaire des projets collaboratifs chez Synapse C.
Elle conçoit et structure des réseaux de partenaires culturels et académiques au Québec et au Canada. Facilitatrice, elle anime des activités en collaboration avec ceux-ci pour favoriser l'intelligence collective et les transferts de connaissances. Donc, à vous. Merci. Merci pour la présentation de Synapse EC. Nous, on a un organisme qui souhaite accompagner justement des organismes dans les arts et la culture pour le développement pour appuyer leur mission justement grâce à la gestion, la valorisation et l'exploitation des données. Donc, nous, concrètement, on offre justement des services en analyse, en conseil, en implantation. Puis, à plus haut niveau, justement, on fait de la recherche et développement. On est impliqué dans des concertations et d'autres projets en collaboration avec les milieux de la recherche, des affaires et des industries culturelles, pour donner justement les moyens aux organismes de s'emparer du potentiel des données. Et dans ce cadre-là, on a accompagné justement plusieurs organismes depuis 2017 dans l'analyse de leurs données afin de comprendre leur public et puis qu'ils puissent mettre en place des stratégies de ciblage des publics. Et en particulier, pour enrichir la connaissance justement sur les publics, on a développé tout un processus de mutualisation de données qui consiste justement à mettre en commun les données de plusieurs organismes afin d'enrichir leurs propres données. Et notamment, par exemple, on a fait ça avec les organismes du quartier des spectacles à Montréal. Et cette pratique nous a amené à réfléchir justement sur ce qu'impliquait l'idée de partenariat de données, sur les processus que ça impliquait, aussi bien au niveau de la qualité des données que la mise en place d'une gouvernance de données. Et suite à ça, on a d'abord réalisé un premier rapport en partenariat avec Nord Ouvert sur les partenariats de données en faveur de la mutualisation des données à Montréal. Et puis, ces processus de partenariat de données, pour nous, constituent justement une piste de solution collective à explorer dans le cadre de l'application de l'intelligence artificielle, puis pour que tous les organismes puissent justement en bénéficier. Donc, c'est un peu le chapitre qui est présenté dans l'ouvrage. Et donc, qu'est-ce que ça implique, un partenariat de données pour les applications d'intelligence artificielle? Là, je vais laisser la parole à mon collègue pour aller un petit peu plus en détail sur ce que ça implique. Parfait, merci beaucoup Juliette. Merci beaucoup également donc Véronique, Colette pour l'ouvrage, et Iris bien sûr pour toute la coordination. Donc c'est ça, donc quand l'appel était sorti en 2020 quand même, comme on l'a mentionné plusieurs fois avant l'intelligence artificielle générative, la prémisse de l'ouvrage c'était un petit peu intelligence artificielle, culture, média. Donc quels sont les enjeux aussi de développement de solutions d'IA et comment vous pouvez aussi apporter justement, est-ce qu'on voit ça effectivement plus de côté positif comme des solutions ou autres? Et on s'est dit que souvent, effectivement, on parle d'IA, mais ça repose quand même beaucoup sur les données quand même. D'une certaine façon, une solution d'IA, c'est trois éléments, les données, l'algorithme ou le code, mais et aussi son contexte d'exécution et de déploiement. Et autant, effectivement, on ne peut pas quantifier la prévalence des données, mais on sait que c'est clairement un élément central. On retrouve souvent quand même l'expression garbage in, garbage out, quand même, d'une certaine façon. Et effectivement, on vit avec là, des grandes entreprises c'est peu d'entreprises ou d'organisations qui sont capables d'intégrer de manière verticale ces trois éléments. Et également, on voulait revenir sur la promesse aussi de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça permet plus de contenu, de fois plus de choses aussi? Les utilisateurs, d'une certaine façon, est-ce que ça nous aide aussi à naviguer une surabondance de contenu, des choses comme ça? Mais force est de constater que au lieu d'avoir un petit peu la promesse d'une relation many to many, la multivaleur, plein d'œuvres pour plein de publics, là, on est quand même plus dans des notions de one to many, c'est-à-dire que beaucoup d'auditoires sont dirigés vers une minorité d'œuvres, quand même, là, le végétariat, ce qui marche souvent bien, etc. Ou à l'inverse, des rapports many to one, dans le sens que certaines œuvres sont créées, diffusées, mais pour un certain type spécifique de public et non pas justement pour une diversité. Je crois que, sans aller trop loin, que la quatrième partie est plus d'ailleurs dans la notion de diversité des expressions culturelles. Mais on voulait revenir un petit peu sur cette notion-là. Il est clair que dans l'économie numérique aussi, il y a beaucoup d'asymétrie critique qui est capable de générer de données et autres. Comme on dit, c'est le nouveau pétrole, mais c'est pas tout le monde qui est une pétrolière, entre guillemets. Pour revenir au développement de l'IA, souvent dans la littérature, on voit quand même six grands types de biais. Les biais au niveau des données, il peut y avoir des biais historiques, des biais de représentation, des biais de mesure. Justement, on réduit la réalité à un certain
corpus là, sur lequel on nourrit les systèmes. Et au niveau de l'algorithme, il peut y avoir des biais d'intégration selon qui les déploie, qui les crée, avec des logiques d'affaires plus ou moins explicites, au contraire boîte noire, des biais d'évaluation. Est-ce qu'on veut maximiser l'attention, des choses comme ça, mais c'est pas des fois très clair. Et également au niveau de l'exécution. Donc vraiment, donc à partir de ces constats, on se disait que justement les partenariats de données, ça peut vraiment constituer des pistes de solutions en donnant une forme de souveraineté des acteurs sur les données ou les données descriptives qu'ils génèrent sur leurs œuvres. Par exemple, au lieu qu'un musicien, le genre de musique soit décrit par Spotify, bah, plutôt est-ce qu'il peut y avoir une voix au chapitre de comment il se décrit et comment ça se retrouve déployé, propagé. Et également, donc, l'idée des partenariats de données, c'est également de multiplier les parties prenantes et les expertises autour de la table. On pourrait généraliser cette réflexion au fait d'avoir plus de diversité. Donc, ce n'est pas qu'un sujet technique. Et effectivement, le milieu donc, culturel et par extension aussi journalistique devrait pouvoir s'emparer de ces conversations-là, même si des fois, effectivement, il y a un petit peu la crainte technique de ne pas être à la hauteur dans ce type de discussion. Donc vraiment, l'idée, c'est de multiplier donc, les intervenants, les diversités de points de vue autour d'une donnée, justement, parce qu'une donnée, c'est très subjectif au niveau de la collecte, leur annotation, leur interprétation, leur modélisation et leur utilisation. Et de l'autre côté, est-ce que, à l'inverse, donc par partenariat de données, vu qu'on est tous producteurs et consommateurs de données, à la fois au niveau individuel, mais aussi dans nos organisations, est-ce que justement il peut y avoir des petits ensembles de données, mais qui sont mis ensemble dans le cadre de partenariats à définir effectivement, pour constituer donc des corpus un peu plus diversifiés, qui entre guillemets donc permettraient donc d'amoindrir certains risques de déploiement des systèmes d'IA. Dans la suite du chapitre, sans aller dans le détail, on donne plusieurs exemples, parce que c'est sûr que dans les données, il y a données et données, il y a les données descriptives, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour une bonne découvrabilité. En termes de données d'usage aussi, peut-être, encore une fois, pour revenir, pour faire écho à la promesse supposée des systèmes d'IA, on ne devrait pas tendre à simplifier, à sous-catégoriser les usagers, mais au contraire, en utilisant toute la richesse des données pour comprendre les différents segments et les servir de manière équitable et inclusive. Et également, donc c'est sûr que d'une certaine façon, autant les systèmes d'IA sont une industrie en soi, comme on l'a mentionné, mais la donnée ici. Donc c'est sûr, entre générer des données, la collecter, qui a accès, comment les partager, c'est tout plein d'enjeux et la gouvernance devient cruciale. Dans le chapitre, on mentionne justement les données privées, les données partagées, des données mutualisées, comme l'a présenté Juliette. Donc, c'est sûr qu'on est un petit peu dans notre biais aussi, là. Véronique est dans le biais du droit, nous, on est dans le biais du partage de données, c'est certain. Les données jusqu'aux données ouvertes. Également, donc, dans des configurations de ce qu'on appelle les partenariats de données, effectivement, il y a très peu de littérature qui existe dessus entre les collectifs de données, les coopératives, les fameuses fiducies de données, le data trust en anglais, là, les communs numériques. L'idée, c'est aussi de pouvoir éventuellement ouvrir les acteurs à ce qui puisse être suivi, qu'on puisse documenter ces pratiques-là, qui ont chacune leurs avantages et inconvénients. L'idée, c'est que chacun a des expertises, des ressources particulières entre les partenaires technologiques, les établissements de recherche, les organismes culturels, les pouvoirs publics, et comment on peut trouver des configurations pour créer des espaces, des moments, des cadres de collaboration en matière de données, et développer également donc, des leviers financiers pour pérenniser ce type d'initiative, encore une fois, en vue d'un développement de solutions viables pour tous et qui remplirait la promesse de cultiver un écosystème viable également, donc, et dont les résultats n'amplifient pas les biais. Donc, je vais m'arrêter là, je pense, pour pas être trop exhaustif. Puis, si tu veux compléter, Juliette, on sera ouvert à vos questions également. Merci beaucoup. Dépassé, mais c'était exhaustif. C'est bon? Je vous remercie beaucoup tous les deux. Je crois que vous devez nous quitter dans quelques minutes, donc merci d'avoir été là. Peut-être qu'on aura l'occasion enfin au moins de vous acheminer des questions s'il y en a. Nous allons maintenant entendre Sarah Labelle, qui est l'une des trois autrices, auteurs du chapitre 9, intitulé Quand les abonnés travaillent leur profil, Netflix, algorithmes et promesses de découvrabilité. Donc, vous voyez qu'on est dans la continuité. Sarah Labelle est professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et membre du laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales, le LERAS.
Elle mène des recherches sur les transformations médiatiques en cours et les politiques publiques en lien avec le phénomène de numérique de la société. Alors, Madame Labelle, on vous écoute. Oui, merci beaucoup pour nous avoir invités à présenter notre travail et aussi pour avoir lancé cet ouvrage qui nous a permis finalement de valoriser l'enquête qu'on était en train de mener juste à ce moment-là. Effectivement, il va y avoir quelques échos avec la présentation précédente sur quelques aspects, notamment sur le fait qu'on a travaillé sur les promesses de découvrabilité et peut-être l'originalité du travail que nous avons réalisé, c'est d'essayer d'appréhender à la fois les stratégies des industries culturelles et notamment d'une industrie culturelle qui a pignon sur rue, Netflix, et de s'intéresser aux pratiques des consommateurs de production audiovisuelle pour mieux comprendre ce que c'était que la découvrabilité à travers de la perception dans les pratiques de communication, de consommation, pardon. Alors en fait, notre travail a un enjeu méthodologique assez fort, puisqu'en fait, on a essayé de travailler à la fois sur l'analyse des discours de Netflix, notamment à partir des interventions publiques des, des différents directrices ou directeurs, notamment des affaires publiques de Netflix en France, mais aussi des communiqués de presse et des textes officiels ou des textes du blog de Netflix, qui est un blog plutôt technique, mais qui parle de la question de la découvrabilité. Et en même temps, on a travaillé sur une analyse des pratiques dans une démarche ethno-sémiotique. Donc, en fait, on essayait de regarder à la fois au travers d'entretiens dits équipés, hein, on reprend les travaux de Maisonneuve sur ce point-là, qui permettent à la fois de prendre en compte ce que dit le consommateur ou la consommatrice de ces pratiques et le commentaire de son profil sur la plateforme de streaming qu'il utilise. Alors, rapidement, on a essayé de montrer en fait comment, au travers de son discours, Netflix va essayer d'indiquer que la recommandation par l'algorithme est quelque chose qui s'adapte au consommateur et non pas quelque chose qui va chercher à influencer la consommation du consommateur, et donc de définir cette personnalisation au travers de la possibilité d'être guidé grâce à la récolte de traces et ainsi de faciliter une certaine consommation culturelle. Là, on voit bien en fait comment se dessine une certaine prétention de cette entreprise à proposer une médiation par le calcul des traces. J'y reviendrai à la toute fin de mon intervention. Ensuite, un travail d'éditorialisation, ça a été souligné, hein, mais qui est en fait un travail d'éditorialisation autour en lien avec l'actualité, par exemple le 8 mars, ou alors des contenus les plus visionnés. Et ça, on voit bien que ça s'inscrit dans les enjeux autour des régimes de valeurs relatifs à la culture. Et la dernière promesse, hein, et toujours en lien avec la précédente communication, c'est la réassurance qui est faite souvent par Netflix aux consommateurs sur l'usage des données, hein, qui est de séparer les données personnelles, les données qui vont concerner son âge, son lieu de consommation, ses modalités de consommation, téléphone, ordinateur ou autre, et les données de consommation à proprement parler qui ne sont jamais considérées comme étant personnelles. Et donc ça, c'est dans les aspects, hein, sur la stratégie et les discours de Netflix qu'on a essayé de mettre en regard avec l'analyse des pratiques. Et ce qui est ressorti, c'était vraiment un travail de la part des consommateurs et consommatrices, notamment pour mettre en écriture leur goût. Alors, un petit extrait. J'avais dit à ma mère, non, là, regarde bien, sinon tu vas te retrouver avec des mangas. Elle déteste les mangas et du coup, elle était très précise dans la mention des goûts, enfin de ses films et séries préférés.
et aussi le fait que finalement ces consommateurs sont toujours en train de régulièrement donner des informations, des éléments qui vont pouvoir caractériser leurs pratiques en disant, voilà, j'ai mis un petit like pour qu'on peut me mettre pour montrer que c'est là que j'aimais, c'est cela que j'aimais comme contenu. Donc voilà, il y a vraiment toujours des éléments en fait qui visent à valoriser et à indiquer à la plateforme ce qu'on aime pour avoir un retour de sa part. Donc finalement, on voit là un certain appariement avec la stratégie autour de la découvrabilité dans la consommation audiovisuelle sur Netflix et qui va conduire aussi à une critique qui va dire, mais en fait, on propose toujours la même chose. Je cite encore l'une des personnes qu'on a interrogées. Et pour conclure rapidement et ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, en fait, pour nous, l'enjeu était vraiment de montrer, de définir finalement cette découvrabilité comme étant l'articulation entre une pratique industrielle du référencement et au travers de la production de données et du calcul de ces données qui va être réalisé en amont de la diffusion. Et aussi, d'autre part, la capacité des consommateurs à s'appuyer sur toutes les traces, sur tous les éléments de référencement pour consommer des contenus. En fait, cette démarche, elle souligne finalement les problèmes qui sont soulevés, me semble-t-il, par l'ouvrage, et on verra certainement ensuite, autour de la découvrabilité et de la diversité culturelle. Parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une stratégie très forte qui est déployée par la plateforme pour mettre en visibilité certains contenus, mais qu'en fait, il y a aussi un certain nombre de limites qui va être traduite par le fait que finalement, il y a des contournements dans les pratiques des consommateurs qui ne se conforment pas au paradigme indiciaire que j'utilise ici la notion proposée par Yves Jeanneret, qui est en fait un couteau suisse de la justification de la collecte des traces et qui va en fait qui permettrait cette fameuse éditorialisation qui est souvent contournée par les consommateurs et consommatrices qu'on a interrogés. Et j'en ai fini, j'ai dépassé légèrement, je suis vraiment désolée de cela. Aucun souci. Donc, nous passons maintenant à la partie 3 de l'ouvrage, l'IA et la sauvegarde du patrimoine culturel. Donc, on parle bien du patrimoine culturel autant sous ses formes matérielles qu'immatérielles et encore toujours sous l'angle des risques et des potentialités avec peut-être un peu plus de contenu orienté sur les potentialités dans cette section d'ouvrage. Donc, nous allons entendre les auteurs du chapitre 12, qui s'intitule Intelligence artificielle et préservation des langues et pratiques culturelles sénégalaises, s'adapter ou disparaître dans la mondialisation, point d'interrogation. Donc, nous avons avec nous Serigne Momar Sarr, qui est sociologue et politiste, enseignant-chercheur au département de sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qu'on appelle l'UCAD au Sénégal, pardon. Ces thèmes de recherche portent sur les communs, l'adaptation au changement climatique ou encore l'analyse des politiques publiques. Et nous avons également Alassane Koringo Sagna, qui est doctorant en socio-anthropologie du développement et enseignant vacataire à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Son sujet de recherche doctorale porte sur les mobilisations citoyennes dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme hydraulique rurale au Sénégal. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Colette et à Véronique pour la direction de cet ouvrage-là qui est quand même important dans le champ de la recherche sur les IA. Donc, merci également à Iris, avec qui on a quand même pas mal échangé dans le cadre du parcours d'édition de cet ouvrage-là. Donc, nous sommes intéressés un peu sur un aspect socio-anthropologique des technologies de l'IA.
ou des IA, si vous voulez, au pluriel, parce qu'on a constaté qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont faites dans le domaine de l'IA, en tout cas en sciences humaines et sociales, notamment en Afrique francophone. Par exemple, si on part en Afrique anglophone, dans des pays comme Kenya, par exemple, ou au Ghana, il y a pas mal de recherches en sciences humaines et sociales sur les questions liées aux intelligences artificielles, alors qu'en Afrique francophone, on traîne toujours derrière par rapport à ce champ-là qui est quand même vraiment très important et qui est en développement, notamment ici au Sénégal. Donc, nous sommes partis de cela pour pouvoir répondre à cet appel à candidature, à proposition plutôt, pour vraiment contribuer à cette littérature humaine en lien avec les IA. Donc, notre sujet s'est intéressé un peu à la dimension socio-culturelle des intelligences artificielles, notamment à l'adaptation dans ce contexte de mondialisation. Donc, la problématique autour de laquelle l'article a tourné, c'est comment les technologies liées à l'IA peuvent-elles influencer les langues et cultures africaines et dans quelle mesure ces technologies peuvent aider au développement de ces langues-là et de ces cultures. Donc, on est parti de cette problématique-là. Donc, en première partie de l'article, nous sommes un peu intéressés à un état des lieux de l'intelligence artificielle au Sénégal. Donc, on a un peu évoqué la question du numérique parce que quand même, c'est la base, le développement ou l'essor sur le plan numérique d'abord avant de parler d'intelligence artificielle. On a vu quand même que le Sénégal a fait énormément de progrès sur le plan du numérique, notamment pour ce qui est du développement infrastructurel, mais aussi pour tout ce qui est du taux de pénétration Internet qui est aujourd'hui à plus de 100%, ce qui est quand même très bien. Également, sur le domaine de l'IA, on a vu qu'il y a également beaucoup d'avancées, notamment sur le plan de l'enseignement, avec aujourd'hui l'Université virtuelle du Sénégal qui offre des formations sur les intelligences artificielles, l'École polytechnique de Dakar, l'Institut de formation privée qui quand même développe de plus en plus l'enseignement des intelligences artificielles. Là, c'est le plan théorique. Sur le plan pratique également, il y a pas mal de jeunes qui font beaucoup de créations et cet article est revenu là-dessus en donnant des exemples concrets, donc des créations de solutions nouvelles basées sur l'IA. Mais ces solutions-là sont adaptées au contexte social du Sénégal, notamment à travers la mise en valeur des langues locales. Donc, c'est des applications généralement basées sur les langues locales. Également, dans cet état des lieux, on s'est un peu intéressé au plan institutionnel, car le Sénégal avance beaucoup sur ce plan-là. On a déjà développé une stratégie nationale liée aux intelligences artificielles. C'est d'ailleurs cela qui a permis l'évolution du Sénégal au classement des pays qui sont prêts à adopter les technologies de l'IA. Donc, le Sénégal est à la 91e place mondiale, donc quatrième place en Afrique noire sur plus de 40 pays. Donc, le Sénégal est vraiment avancé par rapport à ces questions-là liées à l'IA. Donc, sur le plan maintenant, en deuxième partie, on s'est un peu intéressé aux représentations socio-symboliques qui sont liées à l'IA. On a pu voir que effectivement le fait de croire en une intelligence qui est en dehors des sujets humains et en des surhumains, c'est une pensée qui est quand même présente dans plusieurs ethnies sénégalaises, donc dans les ethnies que l'on appelle les Diola, les Sérères et les Lébo également, notamment à travers l'animisme. Donc, à travers cet animisme-là, on donne une certaine forme d'intelligence à des objets, ou ça peut être des animaux également ou des arbres, donc que l'on croit être doté d'une certaine intelligence. Donc, on a essayé de faire une sorte de comparaison entre ces intelligences artificielles-là qualifiées de traditionnelles aux intelligences artificielles nouvelles que l'on peut qualifier de modernes. On a vu quand même qu'il y a des points communs et cela pourrait constituer un point positif pour l'acceptabilité sociale des technologies de l'IA. Maintenant, sur les défis par rapport aux langues et pratiques culturelles, les arguments de l'hypothèse, il y a des arguments positifs et des arguments négatifs. Donc, pour les arguments positifs, on s'est dit
on a pu en fait démontrer à travers des entretiens qualitatifs avec une diversité d'acteurs qui travaillent dans l'IA. Donc, l'utilisation des IA pourrait permettre un peu de développer l'apprentissage des langues locales et des savoirs et savoir-faire dans ces langues locales-là. Donc, cela permettrait de mieux répondre aux défis de l'emploi et de l'employabilité. Et cela pourrait également résoudre cette problématique du vol de bétail, donc qui a donc un double intérêt à la fois économique et social, parce que l'élevage est d'abord, pour beaucoup d'ethnies ici au Sénégal, une activité sociale avant d'être une activité économique. Donc, les technologies de l'IA pourraient appuyer sur ce domaine-là. Sur le plan un peu négatif, c'est l'impact que ces IA-là auront dans les secteurs agricoles. Donc, avec la disparition, par exemple, de l'agriculture traditionnelle qui se pratique à grande échelle ici au Sénégal, mais aussi des secteurs comme la pêche. Aujourd'hui, on parle de développement de drones pêcheurs, donc qui vont aller à la pêche, alors qu'ici, en Afrique, généralement, ce qui est pratiqué, c'est vraiment la pêche traditionnelle. Et ces technologies-là pourraient menacer ces activités-là de pêche traditionnelle ou d'agriculture traditionnelle. Et on a également, puisqu'on est dans une analyse socio-anthropologique de la question du vivre ensemble avec des êtres artificiels intelligents. Donc, c'est une question qui a été soulevée d'ailleurs par le professeur Alain Kiundou dans un de ses ouvrages sur l'IA en Afrique. Nous aussi, on s'est un peu interrogé par rapport à cette question qui est extrêmement importante pour nos sociétés. Et voilà, donc en conclusion, on s'est également dit que le développement des intelligences artificielles n'aura pas les mêmes conséquences, évidemment, au sein des différentes sociétés, que ce soit en Afrique ou en Occident, parce que c'est des sociétés qui ont leurs spécificités. Au sein même du continent africain, on a différentes ethnies qui ont des spécificités qui sont quand même très, très différentes. Donc, ça va avoir des répercussions assez différentes selon les sociétés. Et ça va également avoir des répercussions plus ou moins significatives dans le domaine de la valorisation des savoirs et des savoir-faire dans les langues locales, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et par conséquent, il y aura un risque avéré de disparition de certaines activités qui sont plus sociales et culturelles qu'économiques, dont la pêche, l'agriculture et l'élevage. Et dernier point, c'est par rapport à la recherche en sciences humaines et sociales. Donc, comme je l'ai souligné en début de prise de parole, il est important de développer la recherche sur ce domaine-là, notamment en Afrique francophone. Et cet ouvrage-là permet d'inaugurer ce cycle-là de recherche en littérature, en production, en sciences humaines pour ce domaine-là qui est lié aux intelligences artificielles, notamment en Afrique francophone. Voilà de façon assez brève la présentation de ce chapitre 12-là qui est un peu teinté d'analyse socio-anthropologique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Euh, je présente maintenant Lina Uzlit, j'espère que je dis bien votre nom, qui est l'autrice du chapitre 14, Introduction de l'intelligence artificielle dans le métier de guide. Quel impact sur la pratique de la visite guidée? Lina Uzlit est chercheuse postdoctorante en sciences de l'information et de la communication, associée au Centre de recherche Droit et territoire, le CRDT de l'Université de Reims, et affiliée au Centre de recherche sur les liens sociaux, le CERLIS. Elle mène une enquête collective au sein d'une équipe pluridisciplinaire sur la définition du métier de guide conférencier. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci d'abord pour toute la direction et je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager l'enthousiasme de clôture ou d'inauguration du chantier. Et alors, je terminais ma thèse en 2021 qui portait sur la profession de guide conférencier en Europe. J'ai vu donc l'appel qui est apparu justement au moment où on annonçait un tout petit peu le déclin ou presque la disparition de la profession de guide. Donc, je me suis dit que c'était une superbe occasion d'y répondre et d'essayer d'imaginer la profession
plongé dans le champ qui émergeait des études autour de l'introduction de l'intelligence artificielle dans le monde muséal. Donc, je suis tout à fait consciente que j'ai probablement proposé une approche qui est plutôt contextuelle, qui ne s'intéresse pas directement à qu'est-ce qui se fait quand tel logiciel ou telle manière d'appliquer directement l'intelligence artificielle à la profession fait que, mais plus quelles options pourrait-on entrevoir dans ce déplacement de la profession de guide conférencier dans tout ce qui émerge autour de l'intelligence artificielle. Et pourquoi avec un enjeu surtout de mieux comprendre quelles peuvent être des options pour l'organisation du métier de guidage. Et bien option parce que l'organisation du guidage fait débat et c'est un débat ancien en Europe au moins qui date depuis 1990 ou 2000 surtout. Plusieurs disciplines s'y intéressent. Comment le définir, comment proposer le cadre, comment le reconnaître ou non comme une profession, jusqu'aux les administrations européennes où la profession de guide sert toujours d'un bon exemple parce qu'il se positionne entre le patrimoine, l'intérêt privé, le secteur privé, le secteur public. Et à chaque fois, dès qu'on veut parler de la réglementation des professions, la profession de guide ressort comme un cas vraiment qui permet d'ouvrir toutes ces réflexions. Il y a en effet ce champ qui émerge autour des études sur l'application de l'IA au patrimoine. On peut voir une proposition d'une grille de lecture assez puissante, dont les indicateurs les plus marquants puissent être comment on analyse et traite les images, surtout quand on prescrit les normes, par exemple, le programme ou jusqu'à où peut aller les conceptions des contenus qu'on propose au guide de suivre, d'appliquer pendant sa visite. Aussi, les usages de la réalité augmentée, parce qu'on peut se rendre compte que dans les musées, on y recourt assez souvent, alors que ça isole le visiteur par rapport à la visite guidée, qui est plutôt une pratique collective. Donc, justement, pendant que les usagers, les visiteurs et les visiteuses utilisent les casques, la visite n'est pas tout à fait envisageable de la manière classique. Et surtout, le troisième pilier de cette grille d'observation, c'est un émergement d'un certain système de contrôle de conduite qui a amené finalement à interroger les codes de conduite, les chartes et un tout petit peu les normes éthiques que les guides appliquent pour leur activité. Et donc, l'application au métier de guide de guide, nous pouvons, de l'intelligence artificielle de cette manière-là, nous pouvons constater que ceci engendre une certaine reconfiguration de la profession de manière qu'il faut positionner son discours davantage, qu'il faut être plutôt séducteur et animateur plus qu'un conférencier. Il faut également s'autoréguler selon les chartes, les nombreuses chartes et les conduites, les guides de conduite. Autrement dit, l'introduction de l'intelligence artificielle, ou plutôt des logiques qui animent cette application de l'intelligence artificielle, font évoluer d'une manière indirecte, mais ils le font quand même, les formes organisationnelles de la profession. Elle augmente la qualité des prescriptions, la quantité surtout, et décalage parfois avec le terrain. Parce que justement, si on conçoit une visite d'une manière plutôt virtuelle et qu'après il faut l'appliquer sur le terrain,
parfois ça peut amener à de nombreux malentendus ou malfonctionnements. Et on peut voir ainsi que c'est aussi la pratique qui probablement résiste à cette application des logiques de l'intelligence artificielle parce que on peut entrevoir que les guides sont amenés à changer de posture de manière que ils sont plutôt amenés de identifier davantage et satisfaire les attentes des établissements scolaires, par exemple, ou prendre en compte davantage le contexte de visiteur, le contexte particulier des visiteurs, donc ses connaissances, ses attentes, ses envies, ses opinions. Et enfin, identifier davantage les partenariats avec qui la visite guidée peut tisser les ponts, par exemple. Ce qui a enfin amené vers la conclusion que le rapport instrumental qui est proposé plutôt par des logiques de l'intelligence artificielle élaboré à travers les algorithmes n'est pas tout à fait le rapport qui est nourri pendant les visites guidées, pendant l'activité du guidage par les guides conférenciers. Ce n'est pas non plus un rapport qu'ils défendent dans leur discours des organisations professionnelles. Parce que la pratique de la visite guidée reste plutôt de l'ordre interactionnel, tel comme l'a décrit déjà en 1981 Erving Goffman. Et les deux pratiques nécessitent d'être par contre comparées parce que justement cette comparaison permet de sortir de ce flou qui entoure la profession de guide et de montrer qu'il s'agit de deux catégories de l'activité culturelle tout à fait différentes. Et aussi voir que la visite guidée reste malgré tout un outil solide pour encadrer les usages de l'objet numérique qui est garanti par la fonction de guide, qui est partie prenante dans plusieurs systèmes d'action en relation les uns avec les autres et qui peut de ce fait jouer un rôle indispensable d'intermédiaire et d'interprète dans les logiques d'action différentes, voire contradictoires. Voilà. Merci beaucoup Lina. Et sans plus tarder, j'enchaîne avec la présentation de la dernière partie de notre ouvrage, la partie 4, qui porte sur, qui s'intitule Les répercussions de l'intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle, les droits humains et la diversité culturelle. Alors, nous avons pris un peu de retard. Merci aux personnes qui sont encore présentes et sachez que si vous devez quitter, ce lancement sera disponible sur le site de l'Obdia ultérieurement. Alors, ce chapitre rassemble 7 textes dont nous aurons 2 présentations aujourd'hui. 3 de ces textes portent spécifiquement sur les enjeux de propriété intellectuelle. Nous n'avons pas de présentation à cet effet, mais je vous renvoie au chapitre d'Alexandra Bensamoun qui parle du lien entre données, intelligence artificielle et les enjeux de propriété intellectuelle, au chapitre de Camille Allègre qui traite de l'incompatibilité, selon elle, fondamentale entre la propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle et qui milite, en fait, une incompatibilité qui milite contre l'octroi de la qualité d'auteur au système d'IA, et au texte de Stéphane Montero, qui, lui, nous amène sur le terrain du piratage créatif comme technique de masquage qui déforme un contenu de manière à déjouer les systèmes d'IA. 2 autres textes abordent des enjeux de droits fondamentaux, que ce soit le texte de Lucia Flores et Chaiz, qui s'intéresse à la gouvernementalité algorithmique, aux bulles de filtre qui, selon elle, menacent les droits fondamentaux, ou encore au texte de Thibaut Grison et Virginie Julliard, qui nous présentent les enjeux relatifs à la censure des contenus LGBT sur les médias sociaux, et donc de discrimination et d'invisibilisation de ces contenus. Mais pour aujourd'hui, nous avons d'abord Iris Richer et Clémence Varin qui vous présenteront le chapitre Intégrer la diversité culturelle dans les instruments relatifs à l'encadrement de l'IA vers une technologie
culturellement responsable. Alors, Iris Richer et Clémence Varin sont toutes deux doctorantes en droit international à la faculté de droit et membres de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Je vous affirme avec conviction qu'il n'y a eu aucun traitement de préférence de ces doctorantes puisque, comme tous les autres textes, ils ont été soumis à une évaluation à l'aveugle de notre comité scientifique, mais elles sont là et je suis très fière qu'elles soient avec nous aujourd'hui. Iris réalise sa thèse sous ma direction sur le thème de la protection du droit de l'enfant de participer à la vie culturelle dans l'environnement numérique et Clémence Varin réalise aussi sa thèse sous ma direction sur le thème de la promotion des objectifs et principes de la Convention sur la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO dans d'autres enceintes internationales. Alors, Iris et Clémence, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui afin de présenter le chapitre donc coécrit avec ma collègue Clémence Varin au sein de cet ouvrage collectif et nous tenons à remercier les directrices de l'ouvrage pour leur confiance. Et la rédaction de ce chapitre a débuté sur un constat préliminaire qui était que, à la lecture des instruments juridiques ou non adoptés ces dernières années afin d'encadrer l'utilisation et le développement de l'IA, il apparaît qu'il y a très peu de réflexion autour des impacts de l'IA sur la culture de manière générale et la diversité culturelle plus spécifiquement qui nous intéresse dans ce chapitre. Et au sein de ce chapitre, nous reprenons la définition de la diversité culturelle qui a été consacrée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, en 2001, et qui est donc entendue comme l'originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité. Et face aux divers risques que l'IA peut porter à la préservation de la diversité culturelle, nous en soulignons un certain nombre au sein de ce chapitre, il est nécessaire de rappeler que les États ont pris des engagements juridiques internationaux en la matière qui ont précédé le développement des systèmes d'IA, mais qui n'en sont pas moins pertinents à l'heure actuelle. Et dans ce chapitre, nous analysons ainsi tout d'abord les instruments juridiques internationaux qui ont été adoptés afin de protéger les droits de la personne. Notre propos se concentre ici tout particulièrement sur la protection du droit à l'égalité et la protection des droits culturels, tels que le droit de chacun de participer à la vie culturelle et leur lien avec la préservation de la diversité culturelle. Et comme l'ensemble des droits humains consacrés, ces droits peuvent être affectés par des systèmes d'IA et doivent donc être protégés dans l'environnement numérique. Et dans un deuxième temps, la contribution des instruments internationaux adoptés dans le cadre de l'UNESCO est également analysée, et en particulier celle de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, qui est particulièrement pertinente puisqu'il y a des directives opérationnelles qui ont été adoptées en 2017 afin d'assurer la mise en œuvre de ce traité dans l'environnement numérique. Les instruments analysés dans ce chapitre font donc partie du cadre juridique international qui doit servir de fondement pour réglementer l'IA, et les États ont la responsabilité de s'assurer que les instruments adoptés pour réglementer spécifiquement cette technologie respectent bien les engagements qui ont été pris afin de préserver la diversité culturelle, et ce, bien évidemment, pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Et je laisse la parole à Clémence Varin pour la suite. Alors, la deuxième partie de notre article se concentre plus spécifiquement sur la prise en compte de la diversité culturelle par les instruments relatifs à l'IA. Il convient de préciser par contre que notre analyse s'arrête à 2021, donc on ne prend pas en compte les derniers développements, notamment au niveau de l'Union européenne. Néanmoins, notre analyse montre que la plupart des instruments adoptés visant à encadrer l'IA, comme les cadres éthiques, ne prennent pas ou peu en compte les instruments juridiques internationaux qu'Iris a mentionnés, c'est-à-dire ceux qui sont relatifs à la protection des droits de la personne qui sont en lien avec la préservation de la diversité culturelle, et les instruments adoptés par l'UNESCO en la matière. C'est un constat qui est particulièrement alarmant, étant donné les enjeux majeurs que posent les systèmes d'IA sur la diversité culturelle et qui ont d'ailleurs été largement documentés. Les droits de la personne semblent être les prismes d'entrée pour réglementer les systèmes d'IA aujourd'hui. Or, cet angle peut s'avérer être imprécis pour ce qui concerne la diversité culturelle et donc ça nécessite des références qui sont un peu plus précises d'après nous. On observe aussi que lorsqu'il est question de diversité, dans ces instruments, cette notion est souvent utilisée de façon isolée et elle ne semble pas renvoyer à des réalités, elle semble renvoyer à des réalités qui sont très différentes, ce qui crée de la confusion. Il y a quelques exceptions, néanmoins, on peut citer la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA ou encore la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle,
qui peut constituer un socle important puisque la culture y occupe une place fondamentale en tant que domaine stratégique. Cependant, ces initiatives, elles ne peuvent pas nous demeurer les seules. Il faut une véritable prise de conscience et que davantage d'efforts soient faits pour qu'il y ait une meilleure prise en compte de la diversité culturelle dans les instruments qui visent à encadrer les systèmes d'IA. Donc, notre contribution, elle explore quelques pistes de solutions afin de s'assurer, dans la mesure du possible, de développer des systèmes d'IA qui soient culturellement responsables, c'est-à-dire qui respectent la diversité des cultures. Cette diversité, elle ne peut pas se limiter uniquement à une diversité dans les équipes de conception, ce qui demeure néanmoins primordial, mais elle doit également constituer une fin en soi qui doit réellement apparaître dans les résultats des systèmes. Nous avons donc choisi ce terme de culturellement responsable pour faire une analogie avec le terme communément utilisé d'IA responsable et pour souligner le caractère fondamental de cette prise en compte de la diversité culturelle lorsqu'il est question d'IA. Il est impératif qu'elle fasse partie du discours, qu'elle soit inclue systématiquement dans les discussions et les instruments qui visent à encadrer l'IA, que ce soit à l'échelle internationale, régionale ou nationale. Je vous remercie pour votre attention et est disponible pour vos questions. Merci Clémence et Iris pour la présentation qui respecte bien le 5 minutes prévu. Et sans plus tarder, voilà, nous arrivons à la présentation d'un dernier chapitre. Ce n'est pas le dernier chapitre de l'ouvrage, mais une dernière présentation pour aujourd'hui. C'est le chapitre 20 intitulé Algorithmes et propagation de normes culturelles sexospécifiques. Ce chapitre est co-signé par Éléonore Fournier-Tombs et Céline Castet-Renard. Éléonore Fournier-Tombs est directrice de recherche sur l'action anticipatoire et l'innovation au Centre de recherche politique des Nations Unies à New York. Ses recherches portent sur la gouvernance de l'IA, les droits des femmes et le multilatéralisme. Céline Castet-Renard est professeure titulaire à la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche IA responsable à l'échelle mondiale. Ses recherches portent sur le droit et la régulation de l'intelligence artificielle dans une perspective internationale et comparée. Merci, mesdames, pour votre patience. À vous la parole. Merci beaucoup, Véronique. Nous tenons tout d'abord à remercier les deux éditrices de ce très bel ouvrage, très diversifié. Et c'est vrai que notre chapitre apporte encore une autre dimension à la notion de culture que nous avons entendue au sens large, pas simplement les beaux-arts et les belles lettres de la culture, mais aussi les représentations culturelles ou les représentations dans l'état d'esprit, dans la société civile, dans une perspective de genre. Donc, c'est l'approche que nous proposons aujourd'hui. Et nous sommes partis du rapport extrêmement connu de l'UNESCO sur la question du genre et le fait que la promotion de l'égalité des sexes est importante sur la représentation que l'on peut avoir et sur la défense de l'égalité. Et donc, en 2019, l'UNESCO a dévoilé, a publié un rapport sur les assistants, sur les assistants personnels, les robots conversationnels de type Alexa ou Siri, pour indiquer justement qu'on trouvait des biais de genre dans ce type d'outils. Donc, on s'est préoccupé de savoir finalement dans les agents conversationnels, les assistants, les robots, si cette dimension de genre se retrouvait et quel pouvait en être l'impact. Et donc, les deux principales questions posées par ce chapitre portent d'une part sur le fait de savoir comment mieux connaître et documenter les biais de genre qui peuvent être associés à des formes de domination. Et donc, c'est la première partie que je vais présenter et je laisserai Léonore parler de la partie 2 sur comment mieux utiliser la technique pour en atténuer les effets négatifs, donc les solutions qu'on peut essayer d'apporter. Donc, sur le constat, on peut voir effectivement la propagation de normes discriminatoires envers les femmes par différents moyens, des moyens qui sont déjà connus en littérature, donc on les a finalement récapitulés, mais on a aussi cherché d'autres exemples pour se dire finalement que après les travaux qui ont été faits notamment par des Américaines, suite à ces travaux, finalement, peu de choses ont changé. C'était aussi un des constats que l'on a pu faire dans nos recherches. Donc, par exemple, si on évoque la question de la représentation des femmes dans l'IA ou la question des données représentant les femmes dans l'IA, on sait qu'il y a des biais, notamment dans la reconnaissance faciale à l'égard des femmes. On sait que les systèmes de reconnaissance faciale reconnaissent moins bien les femmes que les hommes et moins bien les femmes
les femmes non blanches que les femmes blanches. Et donc, en intersectionnalité, on le sait aussi, c'est Joy Bulamwini et Timnit Gebru qui ont apporté ces éléments de preuve. Et on sait aussi que les questions de biais dans les données se retrouvent aussi dans l'interrogation des moteurs de recherche, ce que Safia Noble a montré. Et on s'est amusé à faire des expériences nouvelles avec d'autres langues. Notamment, on s'est rendu compte que ce qui avait déjà été dénoncé, les métiers moins valorisés, rattachés aux femmes, sont systématiquement les propositions automatisées proposées par les modèles par les moteurs de recherche. Et aujourd'hui, avec les modèles de langage, on constate les mêmes biais. Donc, c'est une recherche qu'on n'a pas pu faire à l'époque, mais on retrouve exactement la même chose aujourd'hui avec ChatGPT, par exemple, qui intègre aussi des normes sexuées par rapport aux métiers qui peuvent être faits, par exemple. On a aussi relevé la féminisation de l'IA, l'hypersexualité de l'IA aussi, au travers notamment de ses assistants personnels. Et quand on a le choix entre les voix masculines et féminines, on se rend compte qu'il y a toujours plutôt un choix pour les voix féminines et toujours une association de certains comportements, de certaines valeurs qui seraient soi-disant attachées aux femmes que l'on va retrouver au travers du choix, du choix du type de langue. Et on a aussi constaté, j'en terminerai par là pour laisser le temps à Eleonore, on a aussi constaté un certain comportement des utilisateurs de ces outils qui sexualisent davantage les voix féminisées et qui harcèlent aussi davantage les assistants personnels à voix féminine. Donc, à l'évidence, les biais de genre se retrouvent dans ces assistants personnels, ce qui est assez inquiétant si on considère que ces agents vont être généralisés à grande échelle dans notre société et que les enfants aussi, très tôt, sont amenés à interagir avec ces agents conversationnels. Heureusement, on a quelques propositions qu'Éléonore va vous présenter. Merci beaucoup, Céline. Donc, c'est ça. Je pense que le sujet de notre chapitre est encore plus important aujourd'hui que quand nous l'avons écrit, parce que les pays à travers le monde s'attellent à la gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc, il faut vraiment s'assurer de l'inclusion, de l'équité des genres et des droits des femmes dans ces nouvelles politiques. Et puis, donc, la solution à tous ces risques énumérés par Céline, ce n'est pas nécessairement de ne pas adopter l'IA, mais de vraiment considérer plusieurs suggestions, que ce soit techniques et aussi systémiques, pour exploiter les opportunités de l'IA. Donc, dans notre chapitre, nous mentionnons plusieurs de ces opportunités-là, dont notamment la diversité des équipes. C'est important d'encourager la diversité et l'inclusion dans les équipes de développement de modèles de l'IA pour réduire les biais. Et donc, la participation et la reconnaissance du travail des femmes et de différentes minorités peut vraiment améliorer la représentation et la précision des modèles envers ces groupes. De la même façon, il y a la question des données biaisées. Donc, vraiment, les données d'entraînement sont souvent, ne représentent pas les femmes et d'autres groupes qui ont été de façon générale marginalisés dans notre société. Donc, c'est vraiment important de sélectionner ou de recréer des ensembles de données non biaisées pour minimiser les discriminations intégrées dans ces modèles-là. Donc, ensuite, on a parlé dans notre chapitre de l'intégration de systèmes de valeurs vraiment intégrés à la base, à la phase de la conception de ces différents modèles-là. Donc, s'assurer que ces modèles intègrent explicitement les valeurs éthiques et pour éviter la perpétuation des inégalités de genre, donc notamment les normes universelles des droits humains et ceux qui sont intégrés aux normes des droits de la femme internationales. Il y a une méthodologie très intéressante par d'Ignacio et Klein qui parle du féminisme des données et qui inclut des principes vraiment très intéressants sur l'examination du pouvoir, comment adopter le pluralisme, revoir les binômes de genre pour pouvoir créer un environnement technologique plus équitable.
Donc ça, c'est des questions un petit peu plus systémiques, mais très détaillées qui sont examinées et évaluées dans notre chapitre, qui pourraient donner des pistes pour ceux qui souhaitent développer et déployer les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, par exemple, la question de l'examination du pouvoir. Donc, comme l'a mentionné Céline, la reconnaissance que la plupart des assistants vocaux sont conçus par des géants américains de logiciels qui emploient une proportion relativement faible de femmes et qui ensuite continuent à la propagation de normes et de stéréotypes en lien avec les femmes. Donc, c'est intéressant de voir tout ce processus-là. Donc, on propose de vraiment non seulement revoir les normes systémiques de design, mais aussi de demander des tests, des données, des tests du développement du modèle et des tests de sécurité pour s'assurer que les utilisateurs, y compris des groupes, différents groupes dans la société qui sont moins reconnus dans ces technologies-là, puissent adopter, utiliser ces outils en toute sécurité. Donc, finalement, notre chapitre parle vraiment de l'importance de continuer à développer ces solutions-là. La plus grande chose, je pense, c'est non seulement de revoir le cycle de vie des outils d'intelligence artificielle, mais aussi d'intégrer ces normes de l'égalité de genre et des droits des femmes dans les standards en lien avec les développements de ces outils-là, les nouvelles politiques qui sont en train d'émerger, les réglementations qu'on est en train de voir à travers le monde, et puis aussi non seulement de promouvoir la représentation de femmes dans le développement de l'intelligence artificielle, mais de vraiment reconnaître l'apport des femmes déjà. Parce qu'on parle souvent du chiffre des 30% de femmes, seulement 30% des développeurs d'intelligence artificielle sont des femmes, ou 25%, mais c'est quand même un nombre important. Donc, de promouvoir aussi la carrière et l'apport, de financer les femmes qui sont là pour pouvoir ensuite promouvoir le développement de modèles d'intelligence artificielle qui servent les droits des femmes et servent les besoins des femmes. Donc, merci beaucoup pour votre temps et puis heureuse de répondre à des questions. Merci beaucoup. Nous manquons malheureusement de temps pour les questions, mais je pense qu'on peut toujours en recevoir en différé, peut-être dans les réactions à cette vidéo quand elle sera en ligne ou par des moyens que vous connaissez, les courriels, etc. Donc, moi, j'apprécie personnellement énormément cet échange, même si j'ai lu et relu le livre, de vous entendre, enfin, ça donne encore un nouvel éclairage à vos travaux et à ma compréhension de vos travaux. Et bon, je pense que je me fais un peu l'écho de l'ensemble de l'assistance, là, qui est restée quand même assez fidèle jusqu'à la fin, même si on a dépassé le temps. Simplement pour commenter sur cette dernière étude, j'ose croire que cet ouvrage vient un peu aussi rééquilibrer, ne serait-ce que par la place importante des femmes dans la participation à cet ouvrage, à apporter justement ce regard différent. En vous écoutant, je repense aussi à ces propos de Maddalena Gonzalez sur la fausse opposition entre production matérielle, production technique et génie créateur. On voit à la lecture et à l'écoute de toutes ces contributions que justement, il n'y a pas d'opposition, mais plutôt une dialectique très riche, ne serait-ce même si c'est pour critiquer la technique, on a besoin de la technique ou la technique nous fait réfléchir, nous fait réagir, nous suscite même des émotions, comme vous l'avez dit. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre l'innovation et la pensée critique. Je pense qu'elles doivent aller de pair. Enfin, c'est mon espoir. Et donc, cet ouvrage est vraiment riche pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas encore lu. Je vous invite à le faire. Moi, personnellement, ça me donne envie de le relire, peut-être plusieurs fois en pièces détachées, parce qu'effectivement, même si ces propos ont été écrits avant ce que je pense Christine Blais appelait la tempête technologique de ChatGPT,
l'essentiel de ce qui est dit est encore très, très actuel. Je pense que j'apprécie aussi le fait d'avoir pu produire cet ouvrage dans un temps un peu plus long, même si pendant, on trouvait que c'était très long, parce que ça donne effectivement, ça nous permet d'avoir une profondeur aussi dans la réflexion on ne peut pas avoir dans l'urgence. Même avec des outils d'intelligence artificielle, on ne peut pas acquérir cette profondeur. Donc, je vous remercie beaucoup et on voit toute la richesse du thème de la culture aussi à l'intersection de l'IA qu'on va continuer à explorer et j'espère pouvoir vous retrouver tous et toutes dans d'autres collaborations. Véronique, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Pas spécialement, si ce n'est que de remercier à nouveau vraiment les auteurs et les autrices. Vous êtes plusieurs à diriger aussi des ouvrages collectifs. Vous savez, tout le temps, l'énergie que cela exige. Mais je dois dire qu'avec la qualité des chapitres que nous avons eu à lire, à évaluer, à finaliser avec vous, ce fut pas seulement un plaisir, mais un réel privilège. Et vous nous donnez envie de nous relancer de nouveau dans cette aventure. Et à ce sujet, nous risquons de vous revenir prochainement, peut-être, avec de nouvelles invitations. Alors, merci d'avoir été là au plaisir de vous revoir pour discuter d'autres enjeux en lien avec l'IA, la culture et les médias. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. Enfin, Au bonne revoir tout le monde. après-midi à Merci, vous. merci. Bye. Au Au revoir. revoir.